Aubernais qui a très bien préservé son patrimoine, comme on va le voir. Aubernais qui était une ville très importante à partir du XIIIe siècle. 1262, je ne sais pas si je crois que ça. 1262, c'est la date à laquelle Rodolphe de Habsbourg va lui donner ses titres de noblesse, puisqu'elle va devenir ville libre d'empire. Et à partir de ce moment-là, elle va pouvoir s'entourer de fortifications, et on va voir que ces murs et ces tours de... Est-ce que vous m'entendez au fond? Ces murs et ces tours de fortification vont pouvoir être construits de séries de murs et de tours, comme on va le voir. Et puis aussi, chose très importante, avec ce titre de ville libre, le marché. Et ça va être très important pour cette ville du Moyen-Âge. On a toujours la place du marché. Alors le marché, il est un peu particulier, c'est le marché de Noël aujourd'hui, mais il y a toujours, sauf en ce moment bien sûr, le jeudi, le marché qui est toujours un très très grand marché. Les gens viennent de Colmar, de Strasbourg pour le marché d'Aubernais. Cette tradition, depuis le XIIIe siècle, a été maintenue et c'est toujours le jeudi. Voilà. Sans quoi, l'histoire de l'Alsace, vous la connaissez sûrement, hein, plus ou moins. L'histoire d'Aubernais, elle est identique à celle que vous auriez à Strasbourg ou dans n'importe quelle ville d'Alsace, à part Mulhouse, qui est un tout petit peu à part, puisque quand on est devenu français, 1679 ici pour Aubernais, 1681 pour Strasbourg par exemple, Mulhouse, elle, va choisir la confédération helvétique, mais de toute façon, on connaît tous la même histoire après. Après avoir été français, 1871 au traité de Francfort, on retourne à l'Allemagne. Avant la France et l'Allemagne, vous connaissez tout ça par cœur, j'imagine. Donc on va peut-être s'intéresser un petit peu plus à la partie vraiment moyenâgeuse et renaissance ici dans Aubernais, puisque c'est ce qu'on peut voir le mieux. Aubernais, juste pour terminer, c'est une ville aujourd'hui qui fait un petit peu plus de 10 000 habitants, 10 500 à peu près, qui vit beaucoup du tourisme évidemment, de la viticulture, mais aussi des industries. On a pas mal de petites industries alimentaires essentiellement qui sont regroupées autour. Vous connaissez peut-être la bière Kronenbourg. Oui. Voilà. Et bien la brasserie Kronenbourg depuis 1969 est établie juste en périphérie d'Aubernais. Et alors qu'est-ce qu'on prépare pour le Saint-Nicolas et pour son âne, parce que le Saint-Nicolas se déplace avec un âne. On lui prépare toujours une carotte ou un petit peu de laitue, oui. Et pour le Saint-Nicolas, un vin chaud. Vous êtes prêts? Un verre de schnapps en général. Je me suis toujours demandé comment ça se faisait que ça avait disparu le lendemain matin. Mais bon, donc ça c'est pour eux. Par contre, eux sont supposés amener à nos enfants le petit Méneleu. Alors le Méneleu, vous regardez ces petits personnages là en mousse, sauf qu'ils sont en brioche et en pain d'épices. Méneleu, ça veut dire donc petit homme. Le Méneleu, ce sont les 3 petits hommes que Saint-Nicolas a ramenés à la vie d'après la légende. Et donc c'est traditionnellement ce qu'on dépose dans les chaussures des enfants. Voilà. Alors si vous allez dans les boulangeries, vous le trouverez en brioche, vous le trouverez aussi en pain d'épices. Ça peut être aussi les languettes avec l'image de Saint-Nicolas. Ça c'est très ancien, hein, au 19e siècle, on avait déjà ces images. Bonjour, je m'appelle Marcel Nice, je serai votre guide tout au long de la matinée. Je vois que vous êtes très nombreux là. Ouais. Et dans l'Alsace du Nord, pour vous donner une idée, c'est le coin en haut à droite de l'Alsace. C'est le coin le plus excentré, le plus au nord et le plus à l'est de la France. C'est dans le coin de la France, tout à fait en haut. Et imaginez cet angle de 45 degrés. Ça, et après ça remonte. Au-dessus, vers le nord, nous avons l'Allemagne palatine, le Palatinat, en allemand Rheinland-Pfalz, et à droite, vers l'est, nous avons le Bade-Württemberg. Le Bade-Württemberg, c'est avec le Palatinat et la Bavière, les 3 régions les plus riches d'Allemagne, et ça se sent jusqu'ici en Alsace du Nord. Je vous en parlerai. J'espère que vous n'êtes pas allergique aux explications politiques, parce que j'en aurai quelques-unes à vous donner sur... Nous nous dirigeons vers Wissembourg, mais nous n'allons pas y aller, nous n'aurons pas le temps. Mais Wissembourg, c'est la ville frontière, c'est un chef-lieu d'arrondissement de 8000 habitants.
Et c'est une très très jolie petite ville moyenâgeuse avec on y sent vraiment l'influence allemande au niveau culturel. Ça veut dire que le soir, dans cette petite ville de 8000 habitants, il y a plusieurs bistrots et restaurants qui sont ouverts et qui sont ouverts pour des gens qui sortent pour trouver de la compagnie. L'Alsacien, il sort manger et il rentre tout de suite. Il sort manger assez tôt. Le dimanche, ici, on va manger de la tarte flambée. Vous connaissez sans doute la tarte flambée. C'est un menu assez frugal. On y va en automne, hiver à 6-7 heures. Et à 8 heures, on est devant sa télé en train de regarder le journal télévisé. L'Allemand, lui, il mange à la maison. Et il sort ensuite et il essaye de trouver de la compagnie au bistrot pour bavarder gentiment, refaire le monde, etc. Mais il a déjà mangé quand il arrive au restaurant. C'est une autre façon de vivre. Qui existe depuis 1750 et elle a toujours été transmise de père en fils. Donc actuellement c'est monsieur Richard Beck et sa femme Michel Beck qui sont les dirigeants. Bon, ils sont déjà à la retraite mais ils sont encore là tous les jours, hein, voilà. Et ils ont 3 filles qui vont reprendre cette entreprise. Donc Marie qui s'occupe essentiellement de la création des décors, des nouveaux décors que vous verrez après dans le magasin. Et les 2 autres, elles aident aussi à la décoration, au magasin, elles sont actives toutes les 3 dans Donc alors, je ne sais pas comment à Souffenheim il y a un gisement d'argile que tous les potiers utilisent, donc c'est la matière première. Ça, c'était vrai il y a un certain temps. Maintenant plus, parce que la qualité de l'argile ici qu'on a en forêt, on ne va pas dire qu'elle est mauvaise, mais elle ne correspond plus à nos besoins. Il y a beaucoup de minerais de ferraille dedans, c'est friable. Et surtout, on utilise nous des émaux sans plomb et comme si les émaux sans plomb ne coulent pas sur la terre de Souffenheim. Mais c'est aussi parce que les quantités qu'on a besoin, il faudrait creuser beaucoup plus loin pour faire abattre des arbres et ça, malheureusement, personne ne peut le financer. Donc nous, ça fait depuis au moins 15-20 ans qu'on n'utilise plus la terre de Souffenheim, mais qu'on l'importe d'Allemagne. Donc cette terre, elle vient d'Allemagne en poudre, c'est une argile blanche. Et vous avez vu le silo dehors, à l'extérieur. Donc elle vient en poudre, on transvase cette terre dans le silo et on la rajoute dans cette machine. Et là, c'est malaxé et ça ressort comme en rouleau comme ça. Voilà. Donc là, nous sommes devant le grand four. Alors ce four là, il est fermé. Ça s'ouvre, en fait c'est comme une cloche. Donc le couvercle qui monte. Et dans ce four, on arrive à mettre 4 charges comme ceci. Donc tous les jours, on monte les charges, c'est-à-dire on empile la vaisselle dans les interstices, dans les différents rangs. Et il y a 4 charges comme ça qui rentrent dans ce four. Et donc on cuit pratiquement toute une nuit. Et on cuit à 1040-1080 degrés. Et le four fonctionne au gaz. Bon alors il y a des jours où on n'arrive pas à faire un grand four. À ce moment-là, on fait le petit four.
Et là, vous voyez, il y a une seule charge qui rentre dans ce four. Oui, d'accord. Donc tous les soirs, dès qu'ils ont fini de décorer, ils vont monter les fours. Ça va cuire pendant la nuit. Et le lendemain matin, on ouvre le four à 350 degrés. Il ne faut pas qu'on ouvre trop tôt parce que sinon on crée un choc thermique et puis ça explose. Voilà, donc il faut être patient. Et voilà, et tous les jours on enlève, alors on défourne, on appelle ça défourner, on enlève les pièces et on libère les charges pour ce qui est fabriqué dans la journée. Voilà. Donc, C'est un prince qui a été très apprécié dans la région de Baden parce que c'est lui qui a supprimé le servage. Donc et il est enterré ici. C'est un prince que les gens ont vraiment apprécié. C'est aussi lui qui a donné, qui a développé les termes, mais on a commencé à utiliser des tonneaux en bois et les gens se mettaient dedans. Et là, il restait des fois d'eau. Voilà, mais c'était des bains qui étaient thérapeutiques. Donc, qui duraient des fois des heures, des fois même des jours. C'était vraiment des soins très particuliers. Et ces soins, au Moyen-Âge, c'était leur spa à eux, en fait. Et ce spa se déroulait dans des hôtels.
Oui, mais en Allemagne, il fait kikriki. Il faut regarder s'il est allemand ou français. C'est rien du tout, il est malade, il est malade. On peut voir, c'était très difficile de construire une mélodie avec beaucoup de sons différents. En haut, on a des indications astronomiques. Vous voyez sur le demi-cercle la position du soleil, à l'autre côté l'âge de la lune. En bas, on a 3 fenêtres, le jour, le mois et la date. Mais où est l'année? L'année. Oui, là-bas, oui. Les 4 disent, les 4 ans, ils disent 1885. Nous l'avons réglé parce qu'à cette année-là, on a terminé cette horloge. Elle était construite entre 5 années. Oui. Et quand elle était terminée, le constructeur, M. August Noll, l'a partagée et voyagé avec elle sur les foires et des expositions où il l'a installée et les gens ont vu les différentes fonctions. Au milieu, nous avons une horloge mondiale. Vous voyez sur les petits cadrans les villes du monde entier avec leurs sœurs locales. Vous voyez par exemple San Francisco, Calcutta, New York, mais aussi Londres, Paris ou Berlin et Stuttgart. À chaque côté, on a des autres fenêtres. Ça, ce sont les 4 saisons annuelles. Et ici, on peut voir les 4 périodes de vie humaine. C'est relié avec les 4 quarts d'une heure. Ça veut dire, le premier quart, l'homme est un enfant. Le deuxième, un jeune homme, un adulte et un vieillard. Maintenant, c'est plein air. Et qu'est-ce que se passe maintenant? Ça commence de nouveau. Le trompettiste, il joue une mélodie chaque après-midi en été. Et ça, c'est une tour d'un monastère. Quand le moine en haut sonne la cloche, les autres moines vont à la chapelle pour prier. Et finalement, cette partie-là, c'est pour les heures pleines. Avec ce rouleau-là, on joue une mélodie et avec ça, les apôtres défilent devant Jésus
il les bénit et il lui salue. Je vous prie de venir par ce chemin-là, il faut descendre pour continuer, mais attention. Ensuite, il écarte les yeux. C'est notre mangeur de quenelle. Regarde. Il le lance dans la bouche. Et en bas, on a un rémouleur qui est Le nom de ce, quand c'est la sonnerie. Une seule, c'est ça. Oui, parce qu'il mange toujours le même. Il a un fil de fer dans le ventre qui tourne. Et quand il monte, il prend le bras.
Yes, I have a sack of swimming oil.